Bonjour à toutes et à tous. Nous attendons encore Astrid Chevance, qui sera un peu en retard, ainsi que Julien Clément. Et pour vous faire patienter, j'ai envie de vous lire un texte de Marcel Mauss pour vous montrer à quel point Mauss était un ethnographe, c'est-à-dire qu'il observait ce qu'il avait sous les yeux et il cherchait des concepts sociologique pour décrire ce qu'il observait. Donc, c'est un texte qui a été édité par Marcel Fournier en 1997 dans son livre Écrits politiques de Marcel Mauss, qui est un texte manuscrit qui date de juin 1942, issu des archives de la famille Mauss. Depuis que j'ai collaboré avec mon oncle à son livre sur le suicide et lui ai fourni les documents à analyser directement sur pièces originales pour son livre, partie concernant le suicide en France, j'ai réfléchi au fait des crises sociales. Je me suis longtemps demandé, depuis l'occupation, comment décrire l'état d'esprit de la population, et en particulier la population de Paris et l'évolution de ses mœurs. Elle est en plein hors de toute loi, en effet, et de toute règle, sauf de celles qui lui sont imposées, et la crise a les effets moraux bien connus que mon oncle décrivait. Restait à trouver le moyen d'exprimer les sensations que j'ai eues pendant ces longs mois. Cet état d'égoïsme, d'individualisme absolu, caractérise en effet la crise et tous ses effets. Et je réfléchis à cet isolement de l'individu. Je crois avoir trouvé le moyen simple de le décrire. Une société est en effet un organisme composé d'unités disparates, distinctes, mais enfin communiquant entre elles, formant un ensemble. La société et ses différents groupements ayant au moins un minimum de cohésion, de morale, d'ordre, de confiance et de prévoyance et de prévisibilité. C'est quelque chose qui tient. L'observation de la façon dont j'ai vu ma charcutière passer de la gelée de viande à ma bouchère m'a illuminé sur la situation. La crise est un état dans lequel les choses irrégulières sont la règle et les choses régulières impossibles. C'est le moment où ça ne colle plus, où tout le monde décolle d'avec tout le monde. De là, je me suis souvenu des belles doctrines de Duclos père répétées par Duclos fils. Tout ce qui est organique à quelque degré de complexité que ce soit, y compris la cellule animale la plus fine, est un composé qui colle. C'est un gel comme la gelée de viande. La crise, c'est le dégel. C'est le départ des molécules de la gelée de viande sur le macaroni. C'est le contraire de l'état colloïdal. C'est l'état moléculaire où les hasards forment les grands nombres naturels. Je vais m'interrompre ici. Je vous rappelle que l'oncle dont parle Marcel Mauss est Émile Durkheim. Et je vais quand même peut-être attendre Astrid pour commencer cette conférence. Du coup, ce soir, c'est une session hors cycle de la chaire de philosophie à l'hôpital. J'ai proposé qu'on fasse plutôt de l'anthropologie et qu'on réfléchisse aux relations entre sociologie, psychologie et physiologie en repartant de la pensée et de l'œuvre de Marcel Mauss. Donc, c'est pour cela que j'ai invité Florence Weber, qui est une éminente anthropologue française qui a travaillé donc, sur les liens de parenté, mais aussi sur les troubles psychiques, et qui est spécialiste de l'œuvre de Marcel Mauss. J'ai proposé aussi à Julien Clément, qui est aussi anthropologue, qui travaille autour des laboratoires du musée du Quai Branly, sur les questions du corps et qui est aussi un spécialiste de Marcel Mauss. Et c'est autour d'un livre qu'on a écrit tous les trois et qui est sorti donc aux presses universitaires de France ce mois-ci, qui s'appelle donc, voilà, Florence le montre, qui s'appelle donc Sociologie, Physiologie, Psychologie, dans lequel nous avons proposé une édition critique de 5 textes de Marcel Mauss.
Et on a fait donc on propose une critique de chacun des textes et on propose une grande introduction qui permet de resituer ces textes-là dans l'œuvre de Mauss, bien sûr, mais dans le contexte de son époque, à la fois un contexte macro-social en termes socio-économiques et politiques, mais aussi en termes de prosopographie, c'est-à-dire de relations de Marcel Mauss avec ses collègues psychologues ou psychiatres de l'époque. Donc, on va laisser Florence Weber présenter. C'était elle qui était bien sûr à l'initiative de l'écriture de ce livre et qui a fourni une grande partie du travail pour analyser ces textes et les remettre en perspective. Donc, c'est Florence qui va commencer le topo en nous présentant l'œuvre de Marcel Mauss, en reposant quelques concepts importants d'anthropologie et de sociologie qui ne sont pas forcément bien connus lorsqu'on fait de la psychiatrie. Et puis ensuite, ce sera Julien Clément qui reprendra la parole. Je reprendrai aussi un peu sur la fin, mais surtout, on voulait aussi pouvoir dialoguer avec vous, puisque c'est l'objectif de ces séances de chaire de philosophie. Donc, il faut qu'on se garde au moins une bonne demi-heure pour discuter ensemble, je pense. Donc, Florence, tu peux parler pendant 35-40 minutes, malgré tout, si tu le souhaites. Merci beaucoup, Astrid. Donc, merci pour cette invitation. Merci aussi pour m'avoir aidé avec Julien Clément à produire ce volume 9 des œuvres choisies de Marcel Mauss, sociologie, psychologie, physiologie, que je souhaitais présenter et rédiger depuis le début de la collection Mauss, que j'ai commencé en 2012, mais pour laquelle je sentais que mes compétences strictes de sociologue et d'anthropologue n'étaient pas tout à fait suffisantes. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et d'écouter la façon dont vous pourrez retrouver ou redécouvrir ou au contraire critiquer la façon dont nous avons lu, relu Marcel Mauss avec des textes particulièrement célèbres des années 1920 à 1938. Donc, j'ai commencé cette collection pour renouer les liens qui avaient été rompus en France en 1950 entre la pensée de Durkheim, l'oncle de Mauss, et celle de Marcel Mauss. C'est-à-dire aussi ces liens rompus entre Durkheim et Mauss, pour nous, Européens, ce sont des liens rompus entre la sociologie, dont Durkheim est un des grands fondateurs, et l'anthropologie sociale, dont Mauss apparaît rétrospectivement comme l'un des fondateurs. La sociologie européenne, née avec Auguste Comte, mais née à nouveau avec Émile Durkheim, le français, et avec Max Weber, l'allemand, entre 1890 et 1920, ne se définissait pas dans ce début du XXe siècle comme on le croit aujourd'hui, comme la science des sociétés modernes occidentales, qui serait opposée à l'anthropologie sociale, qui serait, elle, la science des autres. Au début du XXe siècle, en effet, sociologie et anthropologie sociale ne sont pas séparées, ne sont pas non plus très séparées de l'histoire et de l'histoire des religions. J'en veux pour preuve deux textes célèbres qu'apprennent encore aujourd'hui les étudiants de sociologie, mais deux auteurs célèbres, mais dont certains textes sont oubliés alors que d'autres sont repris. Donc, les textes oubliés de Max Weber, c'est sa grande œuvre de sociologie des religions, qui est une vaste fresque mondiale qui commence largement avant Jésus-Christ et qui a été oubliée par les étudiants de sociologie au profit d'un texte sur les sociétés contemporaines dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, et notamment le texte qui s'appelle « Les sectes protestantes » et qui est une description de son voyage aux États-Unis en 1905. Ça, c'est pour Max Weber. Pour Émile Durkheim, le texte « Formes élémentaires de la vie religieuse » est très peu connu aujourd'hui des sociologues. C'est pourtant l'aboutissement du travail de Mauss sur les religions, mais il n'est lu que par les sociologues des religions et les anthropologues britanniques. Nous sommes donc dans une situation, au moins jusqu'à il y a une vingtaine d'années, où la sociologie se définissait comme la société
comme la science des sociétés modernes, et l'anthropologie sociale comme la science des sociétés exotiques, primitives, des sociétés autres. Et beaucoup de gens aujourd'hui pensent encore que cette opposition est valide et structurante. En réalité, la rupture opérée entre ces deux disciplines en France intervient en 1950 lorsque Claude Lévi-Strauss publie, à la place de Georges Gurvitch, au PUF, le recueil de Marcel Mauss qui s'intitule Sociologie et anthropologie, dont j'ai republié un certain nombre de textes en essayant de les remettre en rapport avec le texte précédent de Marcel Mauss qui était considéré comme plus proche d'Émile Durkheim, et on avait donc tendance à opposer un Mauss un premier Mauss qui aurait été trop durkheimien, et un deuxième Mauss qui aurait été, selon les mots de Claude Lévi-Strauss, le précurseur de l'anthropologie structurale. En réalité, pourquoi est-ce que cette rupture est intervenue dans les années 1950 entre Durkheim et Mauss, dans la lecture qu'en ont fait les sociologues et les philosophes, surtout d'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que avec Lévi-Strauss et grâce à Lévi-Strauss, l'anthropologie sociale et la sociologie continentale européenne sortaient d'une période particulièrement difficile dans laquelle ces disciplines et les chercheurs de ces disciplines avaient collaboré ou s'étaient compromis, du moins pour une partie d'entre eux, non négligeable, avec les régimes fascistes en Italie, la collaboration en France, le régime nazi en Allemagne. Et ces sciences sociales européennes, au sortir de la guerre, ont eu du mal à revenir, à nettoyer ce passé difficile, notamment autour du folklore. C'est le moment où le folklore apparaissait comme la science des sociétés traditionnelles européennes, et le concept et la discipline est abandonné dès 1945. C'est aussi un moment en France où la sociologie, notamment la sociologie rurale, s'était compromise avec le système des corporations sous Pétain, ou avec la volonté des ministres de l'agriculture de Pétain de moderniser l'agriculture et de rompre avec la paysannerie traditionnelle. Donc toute cette période difficile, des années 30 jusqu'en 1950, au fond, le geste de Lévi-Strauss a permis d'en sortir. Et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on a repris en France une sociologie qui venait des États-Unis et qui s'était définie elle-même autour de l'œuvre de Talcott Parsons comme la discipline des sociétés modernes occidentales contre une anthropologie sociale qui était constituée depuis longtemps aux États-Unis sur d'autres bases qu'en Europe, et se considérait alors comme la science des sociétés amérindiennes, puis comme la science des sociétés non modernes et non occidentales, ce que les Américains ont ensuite appelé, à partir des années 1980, the West and the Rest. Donc l'anthropologie, c'était tout ce qui n'était pas moderne. Cette partition du monde entre les modernes et les autres a été renforcée pendant la guerre froide, a été complexifiée à nouveau sous des formes relativement tragiques autour des indépendances et des luttes entre des intellectuels défendant les systèmes coloniaux et des intellectuels anticolonialistes. Donc ce rappel, pour commencer, pour dire que pour moi, qui suis sociologue et anthropologue social, c'est très important de repartir de Mauss avant la lecture de Lévi-Strauss de 1950 pour montrer que Mauss n'effectue pas de rupture avec Durkheim, et que pour Mauss et pour Durkheim, la sociologie et l'anthropologie sociale existent ensemble et constituent ensemble ce qu'ils appellent, avec d'autres collègues de l'époque, la science des sociétés. Donc, je vais faire mon intervention en 3 points. Je vais rappeler en quoi Mauss reprend et continue les concepts principaux de la sociologie durkheimienne. Avant qu'Astrid arrive,
j'avais cité un petit texte de Mauss qui commence justement en reprenant son travail avec Durkheim sur le suicide. Donc, je vais commencer comme cela. Ensuite, je vais passer un certain temps à vous montrer le contexte dans lequel Marcel Mauss se trouve à Paris en 1924 dans la société de psychologie normale et pathologique, là où il commence ou poursuit un dialogue avec des psychologues et des psychiatres, et enfin ce qu'il advient après 1924, des propositions que Marcel Mauss a été amené à émettre pendant son année de présidence de la Société de psychologie, où il écrit 2 textes qui sont restés célèbres et que nous reprenons dans ce livre avec d'autres. Un texte sur les rapports réels et pratiques de la psychologie et de la sociologie, et un texte sur l'effet physique de l'idée de mort suggéré par la collectivité. Donc, pour commencer, la sociologie durkheimienne, donc quelques éléments de base de la sociologie durkheimienne. Durkheim a un concept, Durkheim fonde la sociologie avec des règles de la méthode sociologique. Il la fonde comme un ensemble de phénomènes qui relèvent de l'explication sociologique. Ces phénomènes, il les nomme des faits sociaux. Et ces faits sociaux, dans les premiers écrits de Mauss, sont observables grâce à une rupture avec les prénotions qui est permise par les statistiques et les statistiques sociales. Le concept principal d'Émile Durkheim, celui qui est la marque de fabrique de sa sociologie, c'est le concept de division sociale du travail. C'est un concept qu'il est utile de rappeler parce que même si aujourd'hui il est relativement dépassé, il permet de comprendre la structure de la théorie sociologique d'Émile Durkheim, avec ce qui est dépassé, c'est le caractère évolutionniste de la pensée de Durkheim, qui considère que les sociétés humaines passent progressivement d'un état de division mécanique du travail, où les individus sont semblables les uns aux autres et constituent des groupes, des sociétés à solidarité mécanique, et une évolution de la division sociale du travail qui conduit à une solidarité organique à l'intérieur d'une société lorsque la division du travail a conduit les individus à occuper des rôles et des places sociales distinctes les uns des autres et à se distinguer les uns des autres. Cette théorie sociologique, elle a été reprise ensuite et complexifiée dans la sociologie du XXe siècle, mais il faut tout de suite insister sur le fait qu'elle est elle-même différente et qu'elle permet de surmonter 2 autres théories sociologiques qui datent d'avant Durkheim, qui est la théorie de Marx, que souvent on reprend avec la formule « les individus dans les sociétés caractérisées par un développement faible des forces productives », puisque c'est ça l'évolutionnisme de Marx autour des forces productives. Donc les individus dans ces sociétés primitives sont comme des pommes de terre dans un sac. Donc c'est une première façon de penser les sociétés où les individus se ressembleraient les uns les autres. Et il y a une deuxième vulgate sociologique qui a souvent été reprise à la fin du XXe siècle, qui vient d'un sociologue allemand qui oppose la communauté qui serait traditionnelle à la société qui serait moderne. Donc ces 2 pensées simplistes d'une société de 2 états sociaux séparés entre une société traditionnelle, la communauté, et une société moderne, la société. Ah, je suis désolée, Julien Clément n'arrive pas à rentrer. Si, normalement c'est bon, il est arrivé, Julien. Ah, pardon. Ouais.
Donc ces deux façons de penser la société, en fait, vont, grâce aux théories de Durkheim, vont être surmontées notamment par les sociologues américains, mais également par les sociologues français, en complexifiant notamment l'idée que l'on se fait des petits groupes, des groupes d'interconnaissance, des groupes dans lesquels les individus sont proches les uns des autres, puisque la société moderne occidentale, tout le monde est d'accord qu'elle a un degré important de division du travail, parfois excessif, et qu'elle se caractérise par une différenciation importante des individus les uns par rapport aux autres et par une distance sociale, des formes d'isolement importantes. Mais donc, quand on reprend l'idée d'une société qui serait plus petite, ou en tout cas qui aurait un type de relation sociale différente de la société moderne, avec les sociologues américains, on propose le concept de groupe primaire, qui est un groupe d'interconnaissance dans lequel tout le monde se connaît personnellement et de réputation. Et on doit à un ethnologue français des années 1950 de comparer le groupe primaire villageois, qui est considéré comme un groupe où l'espace lui-même est un support d'interconnaissance et où les individus sont en coprésence les uns par rapport aux autres. Donc, comparer cette situation des relations d'interconnaissance avec les sociétés urbaines. Et évidemment, les textes ont été écrits dans les années 50, mais c'est aujourd'hui encore plus juste. Ces sociétés urbaines sont caractérisées par un état de l'interconnaissance qui existe, mais qui est dispersé, c'est-à-dire que chaque individu est en contact personnel et de réputation avec d'autres individus de par le monde, mais sans coprésence physique et sans relation directe dans l'espace. Donc, ce rappel sur la diversité des groupes sociaux et sur l'importance de l'interconnaissance et des différentes formes d'interconnaissance entre les individus était simplement un rappel avant d'arriver à la théorie principale de Durkheim, qui est le texte sur le suicide, où il avance que le suicide est un fait social, ce qui veut dire que le taux de suicide peut être analysé comme un indicateur de l'état de la division du travail dans une société donnée. Cet état de la division du travail, c'est toujours un peu complexe, mais en même temps, c'est la force de la théorie durkheimienne, qui est aussi la théorie de Mauss. En réalité, cette division du travail, elle se caractérise par deux dimensions qui sont distinctes l'une de l'autre, et ces deux dimensions définissent le type de société dans lequel on se trouve ou que l'on est en train d'analyser. La première dimension est une dimension que Durkheim et Mauss appellent l'intégration, qui veut dire, non pas comme la Vulgate actuelle, on est intégré à la société dominante, mais qui désigne un état de la société qui relève de ce que Mauss et Durkheim appellent la morphologie sociale, c'est-à-dire ce qu'avec les marxistes on pourrait appeler des infrastructures, c'est-à-dire des rapports sociaux qui sont objectivés, cristallisés et qui permettent aux individus d'entrer en contact les uns avec les autres. Tout simplement, quand on a le train et la voiture, on est moins loin des individus qui habitent loin. Et quand on a aujourd'hui les outils de télécommunication, on est apparemment proches les uns des autres, même lorsque on ne cohabite pas ou on n'est pas en coprésence. Donc ça, l'intégration, c'est donc la dimension technique, la dimension géographique, la dimension économique de la société, qui est une espèce de base à partir de laquelle les individus se trouvent possiblement en relation les uns avec les autres. Mais la deuxième dimension de la société chez Durkheim, c'est la dimension de la régulation, qui est extrêmement importante pour tout ce qui va nous occuper aujourd'hui,
puisque c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du matériel, des bâtiments, des infrastructures, des techniques, c'est quelque chose qui est de l'ordre de ce que Mauss appelle parfois la physiologie sociale, ou que Durkheim appelle les libres courants de la vie sociale, et c'est quelque chose qui, en réalité, correspond au fait que les règles sociales s'imposent aux individus avec donc un système de régulation qui repose sur la sanction. Donc, Durkheim travaille beaucoup sur différents types de sanctions et toute son équipe travaille également sur différents types de sanctions. La sanction juridique et la sanction pénale, mais également la sanction religieuse et la sanction magique. La sanction morale dans le groupe d'interconnaissance avec un contrôle social qui fait que si si je me conduis de façon inappropriée, je ressentirai sur moi-même les effets éventuellement violents de la désapprobation des autres, de ceux qui sont dans le même groupe que moi, quelle que soit la nature de ce groupe. Et enfin, on verra l'importance extrême de cette dernière dimension, qui est la morale intériorisée, la contrainte morale intériorisée. Donc la société se caractérise par un état morphologique de la matière et des relations possibles matériellement, et par un état psychologique, juridique, qui consiste à ce que chaque individu ressent la force du groupe, et que cette force du groupe, c'est une forme de sanction, et c'est ce que Durkheim et Mauss appellent la régulation. Pour poursuivre peut-être plus rapidement sur le suicide, le texte célèbre de Durkheim sur le suicide, la théorie de Durkheim consiste à dire que quand on observe des régularités statistiques dans certains groupes sociaux, définis par des relations qui peuvent être des relations d'appartenance religieuse, des relations de proximité sociale et professionnelle, des relations familiales. Donc, toutes ces relations vont avoir des effets sur les individus, et on va pouvoir, en décrivant les taux de suicide, on va pouvoir comprendre quelle est la nature du groupe social dans lequel ces individus agissent. Et comme vous le savez sans doute, Durkheim distingue le suicide égoïste, qui est un suicide dans lequel c'est l'intégration qui est déficitaire, c'est-à-dire que les personnes se trouvent isolées les unes des autres physiquement, matériellement, ont peu de relations les uns avec les autres, mais également un autre type de suicide qui est le suicide anomique, dans lequel les individus ont insuffisamment de régulation, donc se trouvent dans une situation de défaut de régulation. Autrement dit, ils n'ont pas autour d'eux un groupe suffisamment contraignant pour les aider à vivre et les empêcher de se suicider. Donc ça, c'est ce qui, pour Durkheim, caractérise la société moderne de son temps, le suicide égoïste et le suicide anomique. Les lecteurs de Durkheim, par la suite, ont découvert dans le texte, puis ont théorisé autour de deux autres types de suicides, qui sont d'une certaine façon le symétrique de ces deux suicides égoïstes et anomiques, et qui sont des suicides par excès. Excès d'intégration, excès de présence du groupe autour de l'individu, et c'est le suicide altruiste. Excès de groupe contraignant, excès de contraintes qui pèsent sur l'individu à l'intérieur de lui-même, et c'est le suicide fataliste. Pour terminer cette première partie, un mot sur un point qui est peu abordé par Durkheim et Mauss, mais qui est très important à partir d'Erving Goffman et à partir des sociologues des années 1950 et jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait que les individus, dans les sociétés caractérisées par un assez fort degré de division du travail, pour parler comme Durkheim, les individus vivent dans plusieurs scènes sociales séparées les unes des autres,
ou si l'on veut parler comme les sociologues américains, ils jouent des rôles sociaux qui sont distincts les uns des autres. Quand je rentre à la maison et que je m'occupe de mes enfants, je suis dans un rôle de mère. Quand je fais cours, je suis dans un rôle de professeur. Quand je suis dans le métro, je suis dans un rôle de voyageur convenable. Et dans tous ces rôles, je dois me conduire comme le groupe attend que je me conduise. C'est-à-dire que la scène sociale est normée. La scène sociale, c'est un espace social dans lequel je subis et je m'impose à moi-même et j'impose aux autres un système de règles. Ça a été repris ensuite avec d'autres termes, mais ces règles du jeu permettent de savoir dans quel univers on se trouve. On est un individu différent selon les univers dans lesquels on se trouve. Et la santé de la société et la santé de l'individu suppose qu'il n'y ait pas trop de malentendus, pas trop d'incertitudes autour du rôle que je suis en train de jouer et que les autres attendent de moi. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Avant d'arriver à Mauss en 1924. Donc, 1924, c'est un moment particulier pour les intellectuels français. Ils sortent de la guerre de 1914-1918. Les sociologues ont été décimés. L'année sociologique a beaucoup moins de sociologues. Durkheim est mort en 1917. Beaucoup des collègues de Mauss sont décédés à la guerre et Mauss reprend tout seul l'année sociologique, puis fatigue et passe à autre chose. Et 1924, c'est un moment où il s'intègre dans la société de psychologie, où il dialogue avec des psychologues et notamment avec Georges Dumas, qu'il avait rencontré avant-guerre et avec lequel ils avaient commencé à travailler, Durkheim, Mauss et Dumas, autour des questions de psychiatrie et notamment autour des questions de rituels, puisque Mauss est un spécialiste des rituels et Georges Dumas était psychiatre aux armées et a accompagné les progrès de la psychiatrie pendant la Première Guerre mondiale. Donc, ces années 1920, Mauss commence à reprendre les travaux qu'il avait commencés bien avant-guerre, dès les années 1898. Il reprend des travaux sur les sociétés australiennes. On pourra revenir sans doute sur ces sociétés australiennes qui sont extrêmement importantes pour les intellectuels européens à cette époque-là et qui commencent à être reconnus grâce à des travaux ethnographiques importants. Donc, il publie l'expression obligatoire des sentiments, qui est une façon de s'appuyer sur les observations concernant les rituels de deuil australiens pour montrer que les individus ne sont pas… la contrainte morale intériorisée ne consiste pas à ce qu'on se plie de façon non authentique à des contraintes sociales, mais au contraire, ce sont les contraintes sociales qui vous permettent de ressentir les sentiments que vous êtes supposé ressentir. En 1924, à la suite de ce texte qui est déjà en discussion très, très proche avec Georges Dumas, qui publie à la même époque des travaux sur les salutations par le rire et les salutations par les larmes, Mauss devient président de la Société de psychologie et publie deux grands textes sur lesquels je vais m'appesantir et qui sont également à la fois très connus et assez compliqués à lire, assez compliqués à comprendre. Le premier texte s'appelle « Rapports réels et pratiques de la psychologie et de la sociologie ». Et c'est un texte qu'on pourrait appeler d'épistémologie descriptive, c'est-à-dire que Mauss commence en disant « c'est quand même plus facile de discuter des rapports entre nos disciplines que de faire véritablement un travail interdisciplinaire », puisque c'est ça qu'il a en tête, et c'est aussi cela que Dumas espère quand il invite Marcel Mauss. Mais donc, il commence par décrire ce qui s'est passé entre la sociologie et la psychologie,
depuis la fin du 19e siècle jusque dans ces années 20. Donc, il passe en revue un certain nombre de théories de l'époque. Il insiste sur le fait que la guerre et la vie dans les tranchées ont permis aux psychiatres, aux individus et à lui-même d'expérimenter des émotions et des émotions qui sont liées avec le poids du groupe. Et donc, pour lui, la vie dans les tranchées et la guerre, les batailles, sont le moment où l'individu ressent personnellement, de façon intime, la présence des autres autour de lui et devient soit à des émotions qui le poussent à être un héros et à gagner, ou au contraire à être paniqué comme le groupe et à ce que le groupe et les individus s'effondrent en même temps. Il revient également dans ce texte sur la question du rapport à l'avenir, avec toute une discussion autour de la notion d'attente. Et on se rend compte en lisant ce texte que Mauss est en train de se spécialiser sur le rapport collectif à l'avenir, au même moment que Maurice Halbwachs se spécialise, lui, sur le rapport collectif au passé, qui donnera les grandes théories sur la mémoire collective qui sont aujourd'hui tout à fait admises dans la sociologie, la psychologie et l'histoire. Et il travaille également sur quelque chose qu'il nomme des anxiétés vagues et qui lui semble relever d'un état de la société, un état d'incertitude, un état où les attentes des individus ne sont pas assurées de rencontrer la société et l'avenir tel qu'il devrait se présenter si les choses se déroulaient normalement. Donc, c'est dans ce texte, c'est un texte important parce que c'est un moment où les psychologues et les médecins français commencent à entendre parler de la psychanalyse. Une partie d'entre eux refusent énergiquement de s'y intéresser. Mauss a une attitude relativement distante par rapport à la psychanalyse. On pourra aussi revenir là-dessus dans la discussion. Notamment, il considère que l'inconscient, qui lui semble quelque chose d'important, est un inconscient social et non pas un inconscient individuel. Donc, il a des formules assez critiques contre la façon dont Freud s'aventure, notamment sur l'ethnographie australienne et sur les caractéristiques sociologiques des sociétés primitives. C'est également un texte dans lequel Mauss insiste très fortement pour dire que l'homme est une unité, qu'on ne peut pas séparer l'homme biologique, l'homme psychologique et l'homme social. Et ce complexe bio-psychosocial qui va ensuite l'accompagner jusqu'à ses dernières œuvres, c'est quelque chose qu'il nomme l'homme bio-psychosocial. Et il est aussi assez intéressant de voir que cette conceptualisation a été reprise dans une partie des traditions médicales et psychologiques à partir des années 1950, sans savoir que Mauss avait déjà théorisé cette triple dimension de l'homme à la fois biologique, donc physiologique, psychologique et social. Le texte sur lequel je voudrais m'appesantir à présent, c'est le deuxième texte de 1924. Donc, ce premier texte est une espèce d'exercice d'épistémologie descriptive où il dit, au fond, nous vous devons des choses, vous nous devez des choses, et nous pouvons mettre sur la table des documents, des dossiers, et réfléchir ensemble, en sociologue ou anthropologue, et en psychologue ou psychiatre, pour essayer de comprendre ce que signifie un certain nombre de comportements ou de situations dans lesquelles des individus se trouvent dans un état psychologique et physiologique extrêmement difficile. Donc, le deuxième texte où Mauss essaye d'apporter des éléments à la discussion, il explique que
vous, les psychiatres, vous travaillez sur des individus qui ont des comportements étranges, mais nous, les anthropologues, nous travaillons sur des individus en très grande quantité qui ont des comportements qui nous semblent étranges, mais qui peut-être ne le sont pas tellement vu les sociétés dans lesquelles ils vivent. Donc, il y a cette discussion sur les sociétés primitives et les patients de la psychiatrie qui, au fond, autorise Mauss à dire on va travailler sur l'effet physique de l'idée de mort suggérée par la collectivité. Et Mauss essaye d'appeler ça la thanatonomie à un moment, et puis finalement, il essaye de distinguer ce qu'il observe du suicide étudié par Durkheim dans les sociétés occidentales. Et on peut aujourd'hui dire que ce qu'il observe, ce sont des individus en train de se laisser mourir et non pas de se tuer. Il prend deux exemples de sociétés primitives, entre guillemets, différentes, l'une de l'autre, les sociétés aborigènes australiennes et les sociétés de Nouvelle-Zélande et de Malaisie. Et il réutilise, comme il le fait très souvent dans ses textes, une documentation sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui est une documentation ethnographique qu'il a lui-même énormément travaillé en discutant les travaux des ethnographes australiens, britanniques et allemands sur les aborigènes, en discutant notamment des capacités d'observation des différents observateurs, y compris des médecins et des médecins coloniaux qui travaillent là-bas et qui décrivent des situations dans lesquelles des individus se laissent mourir et meurent sans qu'on comprenne pourquoi. Donc, cette documentation l'amène à un texte assez étrange où il accumule une quantité assez importante de cas qu'on peut, après coup, regrouper en considérant, donc là c'est la lecture du texte que nous avons faite, en considérant que en réalité derrière les cas que raconte Mauss, on a deux grands types de situations sociales et de situations de l'individu dans la société. On a des cas dans lesquels on se trouve devant une régulation, ce que Durkheim appellerait une régulation excessive, c'est-à-dire que les individus se laissent mourir par excès de contraintes magico-religieuses, parce qu'ils ressentent physiquement et psychiquement qu'ils ont commis des actes interdits et que ces actes interdits vont être sanctionnés et que cette sanction, qui est une sanction magico-religieuse, les amène à mourir et à se laisser mourir. En particulier, il y a un exemple d'un mangeur d'opossum, un jeune garçon qui a commis le crime de manger l'opossum dont il ne devait pas manger parce qu'il faisait partie de la tribu avec le totem opossum. Et donc, il se laisse mourir. Il y a tout un récit des moments où il se rend compte qu'il a mangé ce qu'il n'aurait pas dû manger et tout le système du groupe et des magiciens autour de lui qui lui montrent qu'il a péché, qu'il a commis un crime et il se laisse mourir. On a d'autres cas dans ce texte qui sont plutôt des cas de régulation insuffisante ou des cas d'anomie où on se trouve en face d'individus qui se laissent mourir parce que leur groupe a disparu, parce que le groupe lui-même leur fait défaut, notamment le cas d'une servante dans la maison d'un Européen qui se trouve critiquée par une servante irlandaise qui l'accuse de méchanceté et qui n'a aucune capacité intérieure pour résister à cette accusation d'une servante qui ne partage pas de règles avec elle et qui finalement va elle aussi se laisser mourir. On a d'autres exemples dans la littérature anthropologique d'individus qui se laissent mourir en grande quantité, notamment de décès collectifs par disparition du groupe et des règles grâce auxquelles le groupe tient. Du coup, Astrid, dis-moi si j'ai encore un peu de temps.
je voulais juste… Non, tu peux avoir encore un quart d'heure, Florence. Ok, très bien. Donc, ça, c'était la façon dont on peut relire aujourd'hui ce texte, qui n'est pas simple et qui est plein de trous. C'est-à-dire qu'il donne des cas. Manifestement, Mauss travaille toujours avec des fiches. Et donc, il accumule des fiches d'individus, donc d'observations, notamment faites par des médecins, qui voient un certain nombre d'individus se laisser mourir sans qu'on comprenne pourquoi ils meurent, sans qu'il y ait de raison apparente à leur décès. Et on se trouve devant des fiches qui sont relativement rapides et pas très contextualisées. Donc, on pourrait imaginer de rechercher les fiches de ces cas dans les archives de Mauss, puisque ces archives existent et il y a des gens qui peuvent travailler dessus. Alors, ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est de se demander non pas seulement ce que Mauss a voulu dire avec ce texte, mais également qu'est-ce que nous pouvons retirer de ce texte, au fond, dans la suite des travaux de Durkheim, qui à la même époque sont repris par Maurice Halbwachs, avec à nouveau des raisonnements statistiques. C'est-à-dire que Durkheim et Halbwachs travaillent sur le suicide comme fait social à partir des taux de suicide. C'est-à-dire qu'ils prennent les taux de suicide comme des indicateurs d'un état du groupe social où appartient l'individu se suicidant. Et du coup, on pourrait à partir des textes de Durkheim, d'Halbwachs et de Mauss, qui travaillent plutôt sur des cas cliniques, contrairement à Durkheim et Halbwachs, qui travaillent plutôt toujours sur des statistiques. Donc, les cas cliniques de Mauss sont intéressants parce qu'ils permettent de poser une hypothèse pour la situation tout à fait contemporaine. Astrid vous a dit que je travaillais aujourd'hui sur les troubles psychiques et la genèse sociale des troubles psychiques. On pourrait poser 3 hypothèses à partir de ce texte de Mauss. L'hypothèse d'une régulation trop contraignante dans un certain nombre de groupes qu'il faudrait décrire. Régulation trop contraignante, donc excès de régulation et non pas défaut de régulation, dans une situation où on a également une intégration excessive. C'est ainsi que j'interprète la présence permanente des réseaux sociaux à l'intérieur du raisonnement et des émotions des individus. Au fond, ces réseaux sociaux et leur omniprésence, c'est un fait morphologique au sens de Durkheim et qui témoigne d'une intégration sinon excessive, du moins très grande, beaucoup plus grande que l'intégration faite par les moyens de communication et les moyens de transport d'avant les nouvelles technologies. Donc, une intégration excessive et des individus qui peuvent être dans des groupes trop contraignants, comme le mangeur de possum, ou au contraire dans des groupes eux-mêmes en voie de disparition, en voie d'extinction, en tout cas des groupes où les individus sont séparés les uns des autres et n'ont plus le soutien du groupe, et donc avec cette fois-ci une régulation trop faible. Donc, deux possibilités pour penser non pas seulement les taux de suicide, mais les troubles psychiques, puisque comme Mauss, il nous semble utile de penser ensemble troubles psychiques et suicide. Et donc, une hypothèse, intégration excessive, régulation excessive. Une hypothèse, intégration excessive, régulation trop faible, défaut de régulation. Et j'ajouterais, en tant qu'ethnographe travaillant sur les scènes sociales, comme je vous ai dit tout à l'heure, et sur le fait que les individus appartiennent à des scènes sociales différentes, distinctes les unes des autres, et caractérisées par des normes différentes, au fond, on pourrait considérer que la situation actuelle représente, dans certains cas,
un affaiblissement des frontières entre scènes sociales, une absence, en tout cas une difficulté à laisser les institutions fabriquer ces frontières et du coup une obligation pour les individus de créer eux-mêmes, de recréer eux-mêmes les frontières entre les différentes scènes sociales sur lesquelles ils interviennent. Donc, que se passe-t-il pour Mauss après 1924? Donc, cette année 1924 où il tente une opération de coopération avec des psychologues et des psychiatres. Il tente de la faire en étant clair sur les rapports entre les deux disciplines et en apportant des matériaux qu'il suggère, qu'il propose aux psychiatres. Eh bien, d'une certaine façon, on peut dire que c'est un échec. La proposition de Mauss ne fonctionne pas. C'est un échec de plusieurs façons différentes. Quand il fait son premier exposé, rapport réel et pratique, vous verrez dans l'ouvrage qu'on a repris les discussions qui avaient eu lieu après l'exposé dans le cadre de la Société de psychologie, discussions qui avaient été supprimées du texte édité par Lévi-Strauss. Et dans ces discussions, on se rend compte d'abord que les médecins qui sont présents n'ont pas du tout envie de suivre Mauss. Notamment, il critique la sociologie de Mauss qui explique que la psychologie humaine est un morceau de l'anthropologie, c'est-à-dire de la physiologie humaine. Donc, pour Mauss, il y a une très grande importance à ce que la sociologie, la psychologie et la physiologie se définissent comme humaines par opposition aux modèles animaux. Et c'est sur ce point que les médecins de l'époque ne suivent absolument pas Mauss, en considérant que les modèles animaux sont utiles, bien sûr, pour la biologie, mais que même les modèles des sociétés animales sont utiles pour les psychologues. Et là-dessus, il y a un point de non-retour entre Mauss et les médecins avec lesquels il discute, puisque pour Mauss, les sociétés animales n'ont de société que le nom, et seuls les humains ont une capacité à faire société, au sens à créer des institutions. La première de ces institutions étant le langage. De ce point de vue, Mauss est sur une position relativement traditionnelle, qu'on pourrait appeler humaniste, entre guillemets, qui était également la position de Buffon, qui est que ce qui distingue les humains des animaux est plus important pour un certain nombre de disciplines scientifiques, bien sûr la sociologie, mais également la biologie. Ce qui distingue les humains des animaux doit être considéré comme un fait extrêmement important qu'on ne peut pas laisser de côté, et donc on peut prendre des modèles animaux, mais pas pour les sociétés. Donc ça, c'est un premier point de désaccord très fort. Le deuxième point qui est décevant pour Mauss, c'est que les personnes ne s'intéressent au cas australien et néo-zélandais qu'il apporte. Et donc, sa proposition tombe à l'eau. On est dans une période un peu spéciale où les anthropologues de l'époque, qui sont eux-mêmes souvent des médecins, l'anthropologie de l'époque est souvent une anthropologie médicale, ce qui n'est pas le cas de Mauss, bien sûr. Ces anthropologues sont dans une période où la théorie à la mode, c'est la raciologie, ce qu'on appellerait aujourd'hui les théories racialistes. Et cette raciologie se diffuse très vite dans tous les congrès d'anthropologie de l'époque, y compris en Grande-Bretagne, pas seulement en Allemagne. Donc, on est dans cette situation-là qui rend Mauss encore plus attentif à ne pas céder, à ne rien céder sur l'importance de la société. Et enfin, Mauss parle devant un jeune psychologue qui s'appelle Ignace Meyerson, qu'il connaît, qu'il a invité, qui est le secrétaire de la Société de psychologie, et qui lui dit de façon pas très
délicate, enfin de façon assez brutale, qui lui dit « Je suis très déçu, mon cher Mauss, parce que vous avez présenté. Vous nous présentez des théories et des cas cliniques. En réalité, vous devriez rester à la position que vous aviez avec Durkheim en 1904 dans le grand texte sur les classifications. Et vous auriez dû, au lieu de nous parler de tout ça, vous auriez dû nous parler des catégories de l'esprit humain. Et d'ailleurs, personnellement, dit Meyerson, je suis historien et psychologue et les historiens vont prendre la place des sociologues et vont créer une psychologie historique. De fait, Meyerson va créer cette psychologie historique, comme vous le savez, puisqu'il va travailler jusque dans les années 60 et ensuite influencer Jean-Pierre Vernant, et Mauss continue d'ailleurs à travailler avec Meyerson après cet exposé de 1924. Et à partir de cet échec, de cette rencontre avec les psychologues, médecins et psychiatres, Mauss prend 3 voies distinctes, donc il abandonne cette tentative de coopération. Il s'intéresse donc juste en même temps, juste après ces textes sur la psychologie, il s'intéresse à l'échange et il écrit l'essai sur le don. Il s'intéresse également à la parenté, où ses théories sur l'échange, il les met en œuvre sur les questions de parenté, donc il devient le grand Mauss de l'essai sur le don et de l'anthropologie de la parenté, ce qui l'éloigne des psychologues. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça l'éloigne, mais en même temps, il garde dans les travaux sur l'échange la dimension de l'attente, la dimension de ce qui est prévisible lorsque je fais un cadeau et qui relève de la norme et qui relève également de l'intérêt. Donc, l'attente de la personne qui fait un cadeau, c'est que ce cadeau lui soit rendu. Et ce concept d'attente qu'il développe dans le premier texte de 1924 est à nouveau au fondement de ses travaux sur l'échange, ce que les économistes ont bien compris quand ils ont travaillé sur les attentes et sur la société stable comme un système d'attente. Ensuite, la deuxième piste qu'il va creuser, et là-dessus, je laisserai la parole dans un instant à Julien Clément, puisque c'est lui qui est le spécialiste du corps. Donc, c'est un grand texte de Marcel Mauss sur les techniques du corps qui date de 1934 et qui est une reprise de ses observations pendant la guerre, mais cette fois-ci, non plus sur les émotions et les sentiments, mais sur les attitudes corporelles et les comportements. Donc, on voit qu'il a commencé par essayer de travailler avec les psychologues sur la conscience et l'inconscient psychique, et que finalement, il continue avec des discussions sur le corps qui ouvrent d'autres perspectives, notamment sur l'inconscient, mais aussi sur le refus de séparer le corps et la psyché. Et enfin, la troisième voie qu'il prend, et qui est également très célèbre, puisque c'est un des grands textes de Mauss de 1938, c'est le texte sur la personne, qui est un texte qui, cette fois-ci, comme le Meyerson le lui proposait, le lui suggérait, c'est un texte qui revient sur la catégorie de personne, sur la catégorie de l'esprit humain, qu'est la notion de personne. Et ce texte débouche sur la Déclaration des droits de l'homme et explique que la notion de personne est une notion qui s'est construite lentement à partir de Rome et d'avant Rome et des sociétés amérindiennes, et qui débouche sur la Déclaration des droits de l'homme. Et je termine avec simplement l'indication qu'il va suivre Meyerson autour de la question de la technologie, puisque Mauss va aussi être un des grands fondateurs de la technologie et de l'archéologie des techniques, ce dont Leroi-Gourhan et ses disciples ont bien conscience aujourd'hui. Donc, je m'arrête.
je m'arrête tout de suite pour passer la parole à Julien et ensuite à Astrid. Et j'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, non, pas du tout. Merci beaucoup, Florence. Julien, peut-être que tu peux te représenter parce que j'ai parlé de toi au tout début. Mais, tu n'étais pas là, donc n'hésite pas à le refaire. Et puis, si tu veux parler pendant 10 minutes, un quart d'heure de voilà, autour de problèmes de corps. Et puis aussi, je crois que le texte que tu avais le plus investi dans ce livre, c'était celui sur la personne, la notion de personne. Donc, si tu veux nous en dire aussi quelques mots, voilà. D'accord. Bon, je verrai si je parle 10 minutes ou pas, mais en tout cas, pour vous laisser aussi la parole et la possibilité de dialoguer tous ensemble, en 2 mots, j'ai fait donc des recherches sur le rugby à Samoa, et à travers ce sujet, c'était toute la question à la fois du sport comme fait social, mais aussi toute la question du corps et du lien entre corps et société et culture. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut avoir dans les... Et du coup, le sport est un lieu très exemplaire de ce genre de phénomène, puisqu'on a une possibilité à travers les règles communes est assez simple puisque les corpus de règles des sports sont définis, on les connaît, ils sont indiqués par les règles internationales. Et donc, on peut voir comment les gens jouent, comment les gens voilà, font des gestes techniques assez similaires, mais de manière variée. Alors, vous serez peut-être surpris, si vous n'êtes pas familier du sport, savoir qu'il y a un revers au tennis particulièrement pour les Russes, qu'il y a une façon très particulière de jouer au rugby dans les îles du Pacifique, que vous avez dans le foot, c'est très connu, mais alors avec beaucoup de stéréotypes qui sont attachés à ça dans le discours médiatique. Donc, vous avez des clichés sur le jeu brésilien ou les Allemands qui seraient organisés, mais aussi une capacité à l'étudier scientifiquement pour essayer de voir qu'est-ce qui, derrière ce discours un peu fait de préjugés assez anciens et qu'on connaît très bien historiquement, liés en particulier à beaucoup forgés dans la colonisation. En fait, derrière ce discours-là, on a aussi des observations qu'on peut faire qui sont, elles, beaucoup plus claires, beaucoup plus précises et qui permettent d'identifier la manière dont des sociétés vont investir de certaines valeurs éthiques, morales, certains gestes. Et cette dimension-là, du coup, elle permettait d'étudier cette question qu'a étudiée donc Mauss, qui est l'intégration du corps dans les processus sociaux et inversement. C'est vraiment une dynamique qu'il faut prendre dans les deux corps, c'est-à-dire dans les deux sens. C'est-à-dire que l'erreur, disons, un peu classique, ou la manière un peu classique qu'on aurait de l'aborder, c'est de dire, voilà, il y a une société, ensuite, il y a une subjectivation, des processus de subjectivation psychique, enfin, on peut les appeler, on peut voir ça de plusieurs manières, avec une inscription politique dans un truc, et le corps viendrait à la fin se présenter comme une sorte de lieu où les choses se finissent par s'actualiser dans la manière dont les gens se comportent en société, avec des codes, comme ça, voilà, alors on se fait la bise ou pas, on met un masque ou pas, etc., avec des changements qui peuvent avoir lieu, mais qui correspondent en fait à des normes sociales qui auraient été définies, inculquées dans l'éducation. Ce que Mauss apporte et qui est beaucoup plus intéressant, c'est de montrer que tout ça se passe en même temps. Et qu'en fait, prendre place dans une société, c'est tout à la fois apprendre des techniques corporelles qui correspondent à des normes sociales et qui sont inscrites dans la façon on apprend à marcher, dès les premières interactions. Et là, j'ai peur de parler devant vous, mais dès les premières interactions qu'on va avoir avec ses parents, avec la mère, etc. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite des codes culturels qui sont inscrits dans les techniques corporelles qui consistent à la manière dont on va se bouger, dont on va faire du bruit, etc. Et le texte de Mauss sur les techniques du corps, il prend des exemples qui sont liés à ces exemples-là, par exemple, sur la façon dont on porte les enfants, sur la manière dont on va, par exemple, sur le dos, sur le ventre. Enfin, il y a tout un ensemble d'exemples qui sont pris et qui correspondent à des vraies techniques précises, observées dans les différentes sociétés et à travers lesquelles il donne à voir cette question du lien entre le corps et la société. Alors, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est qu'il y a une autre ligne qui traverse tout ce travail que fait Mauss et qui rejoint ce que disait Florence, mais dans son envers, c'est-à-dire l'énergie physique que peut donner le groupe. C'est-à-dire que aussi bien on peut avoir des effets de mort, comme suggéré par la collectivité, comme pour reprendre le titre de cet article, mais on va avoir aussi l'inverse, c'est-à-dire des moments d'effervescence sociale qui vont se traduire par des énergies, une forme d'énergie physique qui est sentie par tous les membres du groupe. Vous avez ça dans des fêtes rituelles,
qui sont décrites par Mauss et Durkheim dans, par exemple, les formes élémentaires de la vie religieuse, à travers les exemples des aborigènes d'Australie. C'est pas dit explicitement, mais c'est aussi, ça traverse aussi le texte sur les variations saisonnières chez les Esquimaux, qui est un autre texte qu'écrit Mauss, où il montre que dans ces sociétés inuites maintenant, ce qu'on les appelle comme ça, les gens sont très dispersés l'hiver. Non, c'est l'inverse. Ils sont très dispersés l'été et donc très rassemblés l'hiver, et que donc, à travers ces phénomènes de dispersion et de concentration, sont aussi associés des phénomènes d'effervescence sociale et du coup d'énergie qui traversent ces individus et qui sont pleinement prises dans ces processus sociaux qui sont à l'œuvre. Lui, il l'a observé pendant la guerre, où il dit que le moral des troupes, et vous savez que pendant la guerre de 14, la question du moral des troupes a été une des clés de l'action de Pétain dans les tranchées, ça a été de savoir comment entretenir le moral des troupes. Et cette question du moral des troupes est une question que Mauss aussi intègre dans sa réflexion sur les effets physiques du groupe sur les corps des individus. Et évidemment, pour quelqu'un qui s'intéresse au sport comme moi, si vous êtes intéressé par ça, vous savez très bien qu'il y a des moments de sublimation des joueurs individuels ou des équipes, y compris sur les efforts physiques, alors c'est tout ce vocabulaire de la transcende, de se transcender, d'être capable d'aller beaucoup plus loin que ses limites physiques, par des phénomènes, des moments comme ça très particuliers où, pour des raisons qui seraient longues à expliquer, certaines équipes, certains joueurs, en phase avec un public qui les entoure, en phase avec des événements très particuliers sportifs, trouvent une énergie physique aussi particulière. Alors, cet ensemble-là, il complète, je vais juste l'évoquer en passant, mais on ne va pas insister ici, inclut aussi la culture matérielle. C'est la raison pour laquelle le texte sur les techniques du corps est inscrit aussi dans un recueil de textes sur la technique, puisqu'évidemment, cette action s'inscrit dans une matérialité qui est un des éléments centraux des cultures, puisque voilà, chaque société a son propre appareillage d'outils et de matériel qui lui permet d'opérer dans son environnement. Donc du coup, c'est tous ces éléments-là, si vous voulez, qui viennent ainsi montrer comment Mauss prend tout de suite en charge la question du corps, non pas comme une sorte de résidu final de tous les processus sociaux, mais au contraire comme une partie prenante à part entière de tout ce qui se passe en société. Et qu'en fait, par exemple, moi qui suis un anthropologue de formation très classique, on nous a toujours dit d'apprendre la langue, et en travaillant sur le corps, je me suis demandé si on ne devait pas remplacer cette question de l'apprentissage de la langue par l'apprentissage des gestes et des techniques corporelles des sociétés dans lesquelles on évolue sur le terrain. C'est-à-dire que, par exemple, pour être un jeune homme à Samoa, ce que j'étudiais, il faut aussi bien parler samoa, mais peut-être qu'il vaut mieux savoir, en fait, préparer les noix de coco, le lait de coco, qu'on presse avec toute une série de gestes techniques qu'on va mettre dans les repas, qui vont ensuite être distribués dans les cérémonies rituelles d'échange, qui sont très caractéristiques et très présentes à Samoa, et que le groupe des hommes doit prendre en charge. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont faites dans les cérémonies, par exemple, qui sont attribuées à certains groupes, et pour participer à ces actions, il faut autant savoir communiquer que surtout savoir faire les choses dont on a la charge. Et c'est vrai de beaucoup de sujets dans nos sociétés aussi. Et donc, je pense qu'on sous-estime encore, et c'est là un des intérêts de Mauss, c'est un des intérêts aussi d'avoir travaillé sur ces textes ensemble, c'est qu'on sous-estime l'importance de ces actions-là dans le fait d'appartenir à une société et d'y appartenir aussi de manière, disons, saine, c'est-à-dire ne pas être considéré comme pathologique. C'est-à-dire que ça se traduit aussi par des actions concrètes, physiques, corporelles, qu'il faut savoir maîtriser pour au moins donner le change et interagir sur les scènes sociales comme l'a décrit Florence. Être une mère, c'est savoir préparer un biberon, pour être très idiot, ou prendre un exemple aussi prosaïque. Et ça fait partie d'une sorte d'attente de la société vis-à-vis de ce groupe social. Alors, pour finir, parce que je ne sais pas si j'ai été déjà très long, mais sur la question du texte sur la personne, c'est effectivement une sorte de couronnement de la carrière de Mauss à plusieurs égards. Il le prononce devant la plus grande société de l'époque anthropologique, qui est la société anglaise d'anthropologie, donc très prestigieuse avec l'école française et l'école américaine. Donc, il est présenté comme vraiment représentant de l'école française, comme un des grands fondateurs de l'anthropologie. Il a été très discuté par les Anglais. Donc, il y va, disons, en majesté, puisque c'est devant la Société royale d'anthropologie anglaise, comme on l'appelle. Donc, et à ce titre-là, il présente aussi un texte qui a deux caractéristiques qui sont très importantes pour nous. Je les cite
une qui est reliée directement à ce que disait Florence et une autre qui est un peu plus éloignée. La première, c'est dès l'introduction, même s'il s'agit d'une catégorie de l'esprit humain, et c'est l'objet du discours, il dit tout de suite que le corps est dans le processus aussi important que la personne, qui ne va pas en parler, mais qui considère que ces deux phénomènes sont liés. C'est-à-dire qu'être une personne, c'est ce qu'on vient de dire sur les techniques du corps, et appartenir pleinement en tant que catégorie sociale à ce qu'on attend d'une personne. Donc, c'est vraiment des phénomènes qui avancent, qui sont conjoints, et c'est souvent une des choses qui a été sous-estimée à mes yeux et à nos yeux dans l'appréhension et la réception du texte sur la personne, qu'on présente parfois comme disjoint de la question du corps, alors qu'en fait, les premières lignes sont très évidentes et très claires sur la manière dont ces textes-là forment une architecture à 2 ans d'intervalle qui les soude en fait dans l'esprit de Mauss et qui les présente comme juste des pièces d'un puzzle qui est l'homme total. Et la question de l'homme total est vraiment une question qui correspond à cette capacité d'englobement de toutes ces dimensions ensemble chez Mauss. Et la dernière élément que je voudrais souligner, et sur lequel on peut, Astrid, sauf si tu veux que je continue terminer, pour ce qui concerne mon intervention, c'est que c'est un texte qui rassemble 2 choses très, très, très fascinantes pour nous aujourd'hui, dans le travail qu'a fait Mauss, c'est à la fois une profondeur historique sur notre société, puisqu'il va aller chercher la persona latine, il va même chercher des pré-romains avec les Étrusques, il va chercher donc très très loin dans les profondeurs, disons, de notre société européenne et plus généralement occidentale. Et il va mélanger ces exemples-là avec des exemples pris donc en Australie, en Malaisie, en Afrique, à travers les fiches qu'a écrites Florence et la méthodologie qu'il a. Et donc, c'est cette capacité qu'il a à embrasser à la fois des exemples historiques et des exemples de diversité culturelle dans le temps de son existence, enfin, qui correspondent à des sociétés vivantes dans le temps où il écrit, qu'il parvient à faire monter comme ça des concepts et des idées avec une puissance qui est très impressionnante, même aujourd'hui, quand on relit les textes, ils ont une capacité d'inspiration et d'analyse qui reste intacte à mes yeux. Donc, ces 2 éléments-là, à la fois le lien avec le corps et la personne, et de l'autre côté, la capacité à appréhender à la fois les sociétés européennes, occidentales et les sociétés autochtones, fait que la notion d'homme total prend une importance majeure à la fin dans ce texte qui couronne un peu tout le travail, avec à la fois l'homme total dans sa globalité d'appréhension, géographique, diversité et historique, et aussi dans son entièreté à travers son appartenance sociale. Donc du coup, voilà, c'est un texte qui a une très grande puissance et qui termine du coup l'ensemble de l'édition, des rééditions qu'a fait des textes de Mauss qu'a mené Florence Weber, et qui aussi conclut de manière assez brillante tout le travail à la fois de défrichage et d'ouverture sur des sujets qui sont, en tout cas, qui nous passionnent et qui, j'espère, vous passionnent aussi. Merci beaucoup, Julien. Alors, du coup, moi, je suis psychiatre et puis épidémiologiste. J'ai été formée anciennement à la sociologie, surtout la méthode ethnographique. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Florence Weber. Et on a essayé depuis quelques années de collaborer ensemble et de réfléchir justement à comment on pouvait nourrir nos recherches l'une l'autre à partir de sciences qui sont très séparées aujourd'hui et qui justement pouvaient ne pas l'être autant auparavant. Du coup, je voulais revenir un peu sur des concepts que vous avez pu aborder, mais qui peuvent être un peu opaques quand on est psychiatre, ne serait-ce que sur les méthodes de l'anthropologie. Donc, Julien, tu viens d'y faire allusion, mais c'est Florence, elle a pu écrire même dessus sur ces façons de faire, c'est-à-dire l'anthropologie par proximité, familiarisation, et l'anthropologie par éloignement. Je ne sais pas si tu peux dire rapidement, Florence, en 2 mots là-dessus, justement sur ces façons de travailler qu'ont les anthropologues, soit comment on fait pour travailler sur sa propre société et comment on fait pour aller travailler sur les sociétés lointaines, et quels sont les apports de l'une et l'autre façon de travailler. Merci Astrid. Donc l'ethnographie par familiarisation, c'est l'ethnographie classique où quelqu'un d'une société
lointaine arrive dans un groupe social qu'il ne connaît pas et doit l'apprendre, doit s'intégrer, bon, c'est ce que disait Julien, apprendre la langue, apprendre le comportement. Et comment l'ethnographe apprend dans une société éloignée? Ben, il apprend par corps, il apprend, enfin, c'est sa personne qui est l'outil dont il dispose, et il apprend en faisant des gaffes, il apprend en se faisant reprendre, il apprend avec une certaine souffrance, ou en tout cas avec des relations. Il est pris comme un individu qu'il faut former, ou à qui il faut cacher des choses, et donc c'est toute cette relation d'enquête qui l'aide à comprendre ce qui se passe. En revanche, Pardon? Et avec pour l'éloignement, oui, je suis dans l'éloignement là. Il y a aussi justement toute la dimension physique sur laquelle il faut insister. Oui, bah, vous êtes avec une nourriture différente, avec un climat différent, avec des lieux pour dormir différents, etc. Et une hygiène aussi différente. C'est des exemples très concrets, mais qui du coup, ou parfois dans les deux sens, hein, ça marche aussi bien pour des effets de libération et des effets enfin, je veux dire, au sens où il y a des environnements extrêmement plaisants et aussi très désagréables. Donc, c'est tout un travail aussi sur les émotions qu'on ressent par le corps, sur justement des choses qui nous sont souvent inconscientes au sens le plus classique du terme, c'est-à-dire dont on n'a pas conscience, mais qui, au fond, jouent beaucoup et qui permettent d'appréhender aussi cet environnement. Pardon, c'était juste pour apporter cette dimension-là. Merci beaucoup. Et puis l'anthropologie par distanciation, donc depuis une quarantaine d'années, les anthropologues, les ethnographes travaillent sur leur propre société, sur les groupes sociaux qui leur sont proches, sur des groupes dans lesquels ils sont apparemment tout de suite à l'aise et adaptés. Et à ce moment-là, le travail est un peu plus compliqué, puisque l'ethnographe doit se prendre de la distance par rapport à ce qui lui semble naturel. Il doit commencer à trouver non naturel la plupart des choses qu'autour de lui on considère comme naturelles et que lui-même a appris à considérer comme naturelles. Et comment il arrive à faire ça? Il le fait avec des lectures d'anthropologues, des lectures d'historiens. La distance historique est aussi très efficace. Et il le fait éventuellement en travaillant à plusieurs et en jouant de petites différences qui font que lorsque deux ethnographes de la même société observent une cérémonie à laquelle ils sont relativement habitués, par exemple les premiers ethnographes qui ont fait ça dans les années 30 sont allés à la messe en Sologne et ont noté sur leur carnet de terrain messe comme d'habitude. Donc évidemment, ils ne pouvaient absolument pas ils ne pouvaient même pas prendre de notes pour essayer de se distancier de ce qui se passait. Et la solution qu'on utilise aujourd'hui et qui est très efficace, c'est de travailler à deux, donc de faire des entretiens, des observations à deux. Et à la fin quand on repart chez soi pour prendre des notes, on se trouve avec quelqu'un qui a regardé la même chose que vous, mais qui n'a pas forcément réagi de la même façon. Et parce qu'il y a des petites différences entre les deux ethnographes, et ces petites différences permettent, en étant mises sur la table, de comprendre que certaines choses vous choquent et d'autres non, parce qu'il y a toujours dans les sociétés les plus proches, il y a toujours des différences suffisantes pour, à certains moments, être surpris de quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et le fait de ne pas s'y attendre, c'est aussi ce qui vous permet de comprendre ce qui se joue et que vous n'aviez pas compris d'avance. Donc, l'ethnographie par distanciation, c'est une espèce de travail sur soi pour se sentir étranger dans son propre monde. Et ce n'est pas non plus très agréable. C'est comme ce que disait Julien, il y a des moments où l'ethnographie, c'est pas simple, mais il y a aussi de grandes satisfactions quand tout d'un coup on comprend quelque chose dans lequel on était perdu pendant longtemps. Alors, une autre question que je peux avoir aussi pour qu'on arrive à mieux comprendre aussi ce que fait l'anthropologie, la sociologie, c'est vrai que c'est très important dans ces disciplines d'avoir une très bonne connaissance en fait de la pensée et des idées des auteurs anciens. Pour nous, psychiatres, on a aussi globalement une culture assez rapide de ce qu'ont pu écrire
des psychiatres avant nous, mais c'est pas si important en fait d'aller redécouvrir des textes quand on est médecin, en tout cas actuellement. Enfin moi c'est pas mon point de vue, mais et voilà, en quoi c'est important pour vous anthropologues d'aller retourner à des sources anciennes comme ça, à des penseurs de la discipline qui ne sont plus contemporains. Tu veux répondre, Florence? Oui, je peux commencer. Bah, c'est aussi une technique de distanciation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les sociologues finissent par penser tous la même chose sur quelque chose qu'ils observent. Et le fait de retourner à des sources, à des textes, notamment parce ils ont été écrits dans un autre contexte politique et social, et que avec la distance, on se rend compte du rôle, de l'importance de ce contexte. Et du coup, ça permet aussi de sortir de notre propre contexte, donc de faire jouer cette espèce d'effet de surprise. Et par exemple, le texte que je vous ai lu tout à l'heure sur la crise et sur l'occupation, bah, ça peut être très utile aujourd'hui pour comprendre quelque chose dans quoi on est tellement immergé qu'on n'a plus de capacité de penser autrement que vos proches ou les gens avec lesquels vous communiquez pour réagir à la situation contemporaine. Moi, je peux ajouter deux petites choses. La première, c'est qu'il y a un effet historique, c'est-à-dire, par exemple, c'est moins le cas pour Mauss, mais pour beaucoup d'anthropologues, ils font le récit d'une société au moment où ils l'ont observée. Et du coup, quand vous êtes sur le terrain, c'est toujours très intéressant d'aller lire ce qu'ont écrit les premiers anthropologues qui sont venus sur ce terrain, parce que ça vous donne un point de référence historique dans des sociétés qui ont subi, pour beaucoup d'entre elles, la colonisation ou des événements historiques majeurs. Pour certaines, sont dans des positions de fragilité systémique, c'est-à-dire je pense aux Amérindiens du Brésil par exemple, où la forêt amazonienne est constamment dans une situation très critique d'intervention de toutes les forces que vous connaissez qui viennent dans la forêt pour différentes raisons. Et donc du coup, ça c'est un premier point, c'est-à-dire que vous avez une capacité à retrouver un état de la population à un certain moment donné. Et ensuite, d'un point de vue intellectuel, il y a aussi toute la généalogie et l'histoire des questions par rapport à d'autres disciplines, l'anthropologie relativement récente. Et du coup, on peut retrouver aussi la première occurrence, c'est-à-dire que le moment où le sujet est apparu, et du coup, retracer toute la généalogie d'une question théorique. Parfois aussi, des pistes, et je pense que c'est ça qu'on suggère dans ce volume, des pistes ont été abandonnées en route, parce que des embranchements de questions ont été prises, et qu'ensuite, une fois que ces embranchements sont pris, tout le monde continue dans la même direction. Or, si on arrive à reprendre l'embranchement au moment où il s'est posé, on peut retrouver des alternatives qui permettent d'éclairer des sujets, des observations d'une manière différente. Donc, je pense qu'il y a un effet à la fois d'hygiène, disons, spirituelle et mentale, de comprendre d'où les questions sont parties, mais aussi une capacité à réouvrir des sujets parfois d'une manière nouvelle. Alors, c'est parfait, ça fait la transition avec un autre point sur lequel on peut dialoguer tous les trois. Florence a proposé ce titre de sociologie, psychologie et physiologie. Peut-être qu'on peut juste repréciser effectivement que, alors à l'époque, comme de l'entre-deux-guerres, les années 20-30, par exemple, à la CMME de Sainte-Anne, donc là on est sur la chaire de philosophie de l'hôpital Sainte-Anne, donc la clinique des maladies mentales et de l'encéphale, donc c'était le service universitaire de psychiatrie de l'époque. Donc les médecins, pas mal de médecins étaient à la fois philosophes et psychiatres ou psychologues et psychiatres, et puis ils fréquentaient des personnes comme Albax ou comme Mauss, justement. Et donc, il y avait un dialogue entre ces disciplines sur des personnes qui avaient aussi des formations initiales qui pouvaient être assez proches. Alors maintenant, la CMME, les services universitaires de Sainte-Anne se sont scindés en deux, donc il y a le SHU et la CMME, et il n'y a plus de courant, en fait, comme ça aussi proche. Donc, c'est-à-dire que maintenant, la recherche que l'on peut faire en psychiatrie, elle est rattachée soit à de la physiologie, pour reprendre un peu ce terme-là, hein, avec des neurosciences
voilà, soit de la psychologie aussi, mais qui s'est vraiment mis comme le bras droit en fait de la psychiatrie ou le bras gauche, si on considère que le bras droit c'est la pharmacologie, je ne sais pas. Mais du coup, exit complètement l'anthropologie et la sociologie, sauf sous une portion vraiment très 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 congrue, qu'on appelle un peu la psychiatrie transculturelle, qui aurait repris cet héritage anthropologique, mais qui justement se focalise uniquement sur cet aspect. L'anthropologie, c'est pour ce qui est le lointain, c'est-à-dire les personnes d'autres cultures qu'il faut qu'on arrive à percevoir en tant que psychiatre dans cet contexte autre ou dans cet arrachement au contexte d'origine. Mais il n'y a plus du tout cette réflexion sur l'anthropologie du proche ou même la sociologie du proche en psychiatrie. Alors, il y a une survivance aussi, c'est dans ce qu'on appelle l'épidémiologie sociale, qui a un tout petit bout de psychiatrie sociale en France, qui est plutôt développé en Angleterre, mais même c'est vraiment un domaine marginal de la psychiatrie. C'est-à-dire justement essayer de trouver les déterminants sociaux des troubles psychiques, ou du moins qui vont influer sur l'évolution de ces troubles psychiques. Donc concrètement, ça relève plutôt justement d'une science quantitative, statistique, où on essaye de trouver des corrélations entre des variables socio-démographiques ou socio-économiques et les déterminants, les états de santé des personnes. Donc ça, c'est une petite survivance d'une forme de sociologie quantitative, mais absolument plus de cette anthropologie du proche, comme Florence le décrivait. Donc ma question, c'est voilà, Julien Clément qui travaille sur le corps, est-ce qu'il peut y avoir des liens avec la physiologie? Je pense, je ne sais pas, par exemple, il y a de la médecine du sport, il y a de la kinésithérapie, enfin il y a des sciences physiologiques du mouvement. Et puis après, la question avec Florence, c'était comment, dans ce parcours de recherche sur les troubles psychiques en sociologie, on peut construire ou non un dialogue avec soit des neurosciences, des sciences cognitives, ou bien de la psychiatrie, qui n'est pas une science en soi, mais plutôt une science appliquée, ou même un soin. Julien, si tu veux commencer peut-être. Quand vous voulez, je peux commencer, Florence, si tu veux. Oh, écoute, moi c'est très simple pour répondre. Dans mon jury, il y avait Daniel Boutier, qui était le directeur de la cellule de la recherche à la Fédération française de rugby, qui était professeur en STAPS. Donc voilà pour la partie physiologie sportive. Donc on a remporté de ces disciplines, c'est difficile parce que c'est un mélange de disciplines, mais disons qu'on a remporté des méthodes d'analyse du mouvement, notamment à travers la vidéo, qui est devenu un lieu commun du sport à la télé, avec les ralentis, les angles de caméra, etc., mais qui est aussi un travail en fait beaucoup plus fondamental que font les scientifiques du sport et les praticiens du sport depuis assez longtemps, et de manière générale, les gens qui travaillent sur le corps, c'est un outil privilégié, évidemment. Il y a aussi toute une dimension méthodologique du travail sur tout ça, qui est évidemment, sur le corps, qui est évidemment présente. Bon, ce n'était pas l'occasion d'en parler, mais déjà, ça donne quand même un premier élément d'ancrage et de dialogue. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, il se passe déjà des choses. La deuxième, c'est Alain Berthoz, qui était aussi dans mon jury, et qui travaillait, qui était le directeur au Collège de France du laboratoire laboratoire de physiologie de la perception et de l'action, pardon. Donc le mot physiologie était inscrit là, c'est un héritage qui vient de Marais, des premières études du mouvement, donc à la fin du 19e siècle et au début du 20e, où justement, enfin pas les premières études du mouvement, mais les premières études du mouvement documentées par la photographie et le cinéma, avec donc ces décompositions du mouvement qu'a fait Marais. Je ne sais pas si vous êtes familier ces images, mais donc c'est des images très connues maintenant qui sont vraiment devenues une sorte d'icône de ce mouvement de la décomposition, à la fois de ce qu'ont permis les images dans la décomposition et la compréhension des mouvements. Et également, avec Alain Berthoz, l'accès à toutes les sciences cognitives actuelles. C'est-à-dire que c'était la perception et l'action, donc c'était vraiment de la physiologie, disons, très fondamentale, mais aussi avec les sciences du cerveau et tous les effets, notamment de l'imagerie fonctionnelle, l'imagerie médicale à résonance, j'ai les mots en anglais, IRMF. Imagerie et résonance magnétique. Voilà, fonctionnelle, si je me souviens bien. Et fonctionnelle après, ouais.
Voilà, donc du coup, donc ces outils-là qui eux lui permettent. Alors nous, on n'est pas allé jusque-là, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté aux portes de ça. On a utilisé des hypothèses qu'ils avaient de leurs observations du mouvement, notamment sur la coordination entre les yeux, le regard, la tête, les épaules, enfin, toute la façon dont on va se déplacer quand on change de direction, par exemple, qui évidemment résonne avec la question du sport. Des questions aussi de synchronisation entre la perception, par exemple, de quelque chose qu'on vous lance, comment vous attrapez quelque chose qu'on vous lance, et du coup, de savoir comment tout ça se met en place. Et la question, c'était de savoir, est-ce qu'on peut travailler à partir de ces choses-là qui ont été étudiées en sciences cognitives et les mettre en résonance avec des processus culturels. Et est-ce que les processus culturels influeraient sur notamment les repères spatiaux? Un exemple qu'on avait identifié clairement dans la thèse, c'est que dans le sport en France, je vais être bref, hein, mais juste c'est amusant de donner un exemple très précis qui vous permettra de comprendre tout de suite. Quand j'ai appris à jouer au rugby en France, on me demandait toujours de regarder la position des joueurs sur le terrain. Et en fait, ça mobilisait un repère spatial qui est celui du GPS, c'est-à-dire de la carte, c'est-à-dire un point de vue, ce qu'on appelle allocentré. C'est-à-dire que ce n'était pas mon point de vue que je devais essayer d'adapter, c'était d'élargir mon point de vue à une espèce de mapping de où étaient les personnes, les joueurs sur le terrain. Et quand j'étais à Samoa, les joueurs ne passaient qu'au 1 contre 1. C'est-à-dire comment je veux me rapporter à celui qui est en face de moi pour le mettre hors de position. Donc par des appuis, par des feintes, par des jeux comme ça de 1 contre 1 très classique dans le sport. Et du coup, ça mobilise un repère qui est hétérocentré, c'est-à-dire on se prend soi et l'autre personne comme point de repère du repère spatial. Les autres, on n'a pas besoin de les intégrer et de prendre un repère allocentré. Donc c'est un repère qui se situe complètement dans l'interaction. La question qu'on voulait se poser, c'est à quel point cette inscription spatiale-là qu'on voit sur le terrain correspond à en fait quelque chose de beaucoup plus large au niveau de comment la culture influe sur les processus, la sélection, si vous voulez, des potentiels physiologiques et cognitifs des différentes personnes. Donc ça, c'est pour dire oui. Et pour dire non, moi, je peux que constater que je n'ai pas réussi dans la recherche à faire souche, c'est-à-dire à partir de ça, à trouver un lieu où établir une recherche qui étudierait ça avec cette interdisciplinarité-là. Et je connais personne qui l'ait fait de cette manière. Donc, à mes yeux, cette chose-là n'est pas encore advenue dans la recherche telle que je la connais. En tout cas. Pardon, j'essaie d'avoir répondu de manière un peu longue et rapide. Florence, peut-être en écho à Julien sur toi, ton expérience. Moi, je dirais que ce n'est pas simple du tout. C'est-à-dire que les situations qu'on observe sont très généralement conflictuelles, soit avec des configurations entre le patient, une partie de ses proches et le psychiatre et d'autres professionnels. On se retrouve dans des situations difficiles où se rejouent à différents moments des accusations réciproques sur la responsabilité de la situation lorsqu'elle apparaît comme bloquée ou répétitive ou une impasse. Donc, on se retrouve soi-même comme ethnographe pris dans ces accusations réciproques. Ou bien on peut se retrouver vis-à-vis des psychiatres avec une méfiance réciproque. J'ai fait une fois un exposé devant un amphithéâtre en ayant travaillé avec des enquêtés qui étaient soignés par des psychiatres et aidés par les travailleurs sociaux. Et on exposait la façon dont nous avions, en tant que sociologues, observé notamment les difficultés des individus suivis en psychiatrie à préserver un espace privé au sens d'une scène sociale qui serait à l'écart de la scène de la psychiatrie. Et au bout d'un moment, quelqu'un m'a interrompu en me disant « mais enfin, vous n'êtes que sociologue ». Et elle a parlé et j'ai compris qu'elle était psychiatre et que de son point de vue, le fait que je n'étais pas psychiatre disqualifiait d'avance la façon dont je pouvais décrire les situations. Donc, situation éventuellement, souvent conflictuelle ou accusatoire, une méfiance entre sociologie et psychiatrie et également le fait d'être confronté, quand on est sociologue, à un univers de la psychiatrie qui est lui-même traversé
de controverses ou de désaccords. Et j'ai été dans une thèse de psychologie où j'étais la seule sociologue et où il y a eu un grand show de désaccords entre des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes qui étaient dans le jury. Et à un moment donné, quelqu'un a parlé des parents, des personnes, des patients, et à ce moment-là, tous les psychiatres et psychologues se sont trouvés d'accord pour dire que oui, les parents, c'était une catastrophe. Et moi, j'étais là comme sociologue et je voyais refaire les accusations réciproques et le fait que, ben voilà, quand c'est bien commode d'avoir les parents qui sont responsables ou l'école qui est responsable ou telle ou telle institution ou telle catégorie de professionnels qui est responsable de la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouve le patient quand on n'arrive plus à l'aider, quand plus personne n'arrive plus à l'aider. Donc, je dirais que enfin, la coopération n'est pas simple. En même temps, je suis un petit peu moins pessimiste que Julien parce que j'ai rencontré Astrid et qu'on a réussi à commencer à travailler ensemble, notamment avec un article que j'ai trouvé passionnant à écrire puisque le concept de scène sociale clinique, de scène sociale pour décrire la clinique psychiatrique, j'ai vérifié ensuite avec d'autres collègues psychologues, c'est un concept qui est assez efficace et qui permet de se situer à l'intérieur et de se situer également à l'extérieur et de voir comment varie le comportement du patient selon les scènes sociales dans lesquelles il est pris. Donc, je pense que oui, c'est quelque chose qui pourrait se faire, mais franchement, qui est déjà d'avance compliqué et avec toutes sortes de choses trappes, y compris à l'intérieur de la sociologie, puisque la sociologie a une tendance à défendre son précaré avec une forme de sociologisme, c'est-à-dire à considérer qu'il n'y a que le sociologue qui est autorisé à parler d'un phénomène de société. Or, les troubles psychiques sont bien un phénomène de société, mais pas seulement. Et donc, quand on n'arrive pas à respecter mutuellement des ignorances, des connaissances réciproques, on n'arrive pas à travailler ensemble. Bon, cela dit, je l'ai fait avec des économistes, je ne suis pas du tout découragée, je pense que ça peut se faire, mais c'est un long processus, il y a des problèmes de traduction, et ensuite, comme l'a dit Julien, il y a des problèmes de place, tout simplement. Qu'est-ce qu'on devient quand on est dans ces situations de coopération? Ça se fait de plus en plus dans certains domaines, donc il faut continuer à se battre pour que ce domaine-là, psychologie, sociologie, puisse refleurir. Juste pour rajouter un mot sur ça, pour le point de vue de la psychiatre, du coup, même si je suis plutôt acculturée à la sociologie. En effet, je pense qu'on est aussi dans un défaut de la grammaire et de notre vocabulaire, en fait, pour arriver à coopérer, au sens où il y a beaucoup de faux amis entre les disciplines, mais aussi où on a tendance à penser en termes de dualisme. Et c'était un peu pour revenir sur le modèle biopsychosocial que tu avais introduit, qui est quelque chose qui a émergé dans la littérature médicale, de la médecine, pas seulement la psychiatrie, à la fin des années 70, qui a eu le mérite de pouvoir enrichir le nombre de variables de santé pertinentes, c'est-à-dire qu'on a considéré que dans ce qui pouvait influer l'état de santé des personnes, il n'y avait plus que la fonction rénale ou la fonction hépatique, mais on pouvait aussi considérer que le niveau de ressources économiques ou le niveau de ressources familiales pouvait influer, mais sur lequel on a du mal encore de penser les choses de façon intégrée, c'est-à-dire qu'on se sent obligé de penser en médecine, alors du coup, quelle est la structure familiale de façon coupée à quel est le symptôme même physique du patient. Donc ça, je pense que c'est vraiment un problème de la limite aussi de notre vocabulaire, la limite dualiste de notre vocabulaire, qu'on voit pas mal en psychiatrie avec ce qu'on appelle les troubles somatoformes, hein, où on a l'impression, voilà, ne serait-ce que cette terminologie, ou alors on dit à la psychiatrie et la médecine somatique, comme si on pouvait couper, enfin, à la fois la psychiatrie se réclame de la médecine et en même temps elle dit qu'elle n'a pas de lien avec le corps, donc ça peut être aussi des espèces de mouvements internes contradictoires à la discipline qui font que comme le vocabulaire n'est pas clair, n'est pas clarifié, eh bien, ça rend difficile les coopérations et les positionnements. Alors juste pour
pour laisser un peu de place à la discussion à la fin, il y avait une question potentiellement, je pense, initiale, qui était sur est-ce que Mauss, donc nous on a utilisé Mauss pour essayer là de penser un peu la notion de personne, la notion des émotions, la notion de l'idée du suicide en fait, hein, donc des choses qui avaient trait à la psychiatrie. Mais là, Brigitte Mortier qui posait la question de savoir si on pouvait utiliser ce concept d'attente pour comprendre un peu la crise sanitaire et la perturbation de notre rapport collectif à l'avenir et à l'incertitude en fait qui viendrait remplacer les attentes. Je ne sais pas si Florence ou Julien, vous avez connaissance de travaux actuellement des anthropologues sur cette question de la crise et justement de la déstabilisation des sociétés dans leurs gestes. Tout à l'heure, Julien, tu parlais du port du masque, par exemple. Est-ce que vous pouvez renvoyer le public à des références qui traiteraient de ces sujets ou pas trop? Moi, je vais aller très vite, juste un tout petit truc, parce que j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais par contre, je vous signale quelque chose qui avait... Enfin, je sais même pas s'il l'a publié, mais il y a un chercheur qui s'appelle Michael Hausman, qui a travaillé beaucoup sur les rituels et qui a beaucoup travaillé sur disons, les ritualisations des gestes quotidiens ou pas moins quotidiens d'ailleurs dans nos sociétés. Donc, alors ça va de, si vous voulez, tous les processus de bizutage, par exemple, tous les processus de danse, enfin toutes les ritualisations des formes de danse où les gens font de la danse libre ou de la danse des 5 sens, enfin des 5 danses, enfin tous ces genres de phénomènes-là qui sont assez rituels, enfin qui remettent en jeu des formes de rituels empruntés plus ou moins avec des espèces de jeux assez étranges à des pratiques autochtones observées par les voyageurs et les anthropologues. Donc ça, c'est le premier point. Et il avait travaillé sur le lavage des mains il y a longtemps, hein. Enfin, c'était pas à l'occasion de la crise sanitaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifiait, cette façon de vouloir se laver les mains en permanence, et à quel point c'était devenu, ça avait été ritualisé. Je ne sais plus à quelle occasion on avait déjà commencé à se laver les mains de manière extrêmement fréquente. Et il montrait, enfin, il y a un rapport, si vous voulez, qui devient assez intriguant quand vous avez fait des observations sur le terrain, des questions de purification. C'est-à-dire en quoi l'hygiène de base devient une sorte de remise en route de rituels de purification qui existent et qui ont été observés par Mauss, par d'autres, etc. Voilà, donc un exemple, c'est le lavage des mains. J'entre même pas sur la question du masque en anthropologie, parce que si on commence à rentrer là-dedans, alors je vous pouvez citer La Voix des masques par Lévi-Strauss, ça vous donnera déjà un titre où le mot est présent, mais vous en avez... c'est un thème en soi, et j'ai travaillé pendant 6 ans au Quai Branly. Donc, si vous voulez avoir tout ce que vous voulez sur les masques, on peut y aller par ce biais-là également. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de travaux Pour vous donner des points d'entrée et des points de référence, si jamais vous en voulez davantage. On peut aussi vous en citer facilement. Pardon, Florence. Oui, oui, non, moi je pense que en effet, le texte de Mauss peut être très utile pour penser la situation actuelle, mais pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Alors c'est un peu tôt peut-être, mais il n'y a pas eu beaucoup de travaux justement qui portent sur la dimension de la purification rituelle, sur la dimension des changements des espaces, de la proximité. Enfin, bon, pour l'instant, c'est assez peu maîtrisé, je dirais. Aussi parce que il y a eu beaucoup de discours autour de ces questions d'incertitude, et j'ai l'impression que les ethnographes ont un peu du mal à prendre leur marque sur ces questions-là. Et bon, il y a aussi un discours un peu convenu sur, pour donner un exemple, le terme de distanciation sociale a beaucoup énervé les ethnographes, puisque c'est bien sûr de la distanciation physique. Donc, il y a aussi ce mélange. Il y a une pensée qui est pas... enfin, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que oui, cette question notamment de l'attente de la crise par le fait que les attentes ne sont plus remplies, que de l'incertitude, c'est une piste. Pour l'instant, il n'y a pas de grands travaux sur la question avec données empiriques. Par ailleurs, juste pour vous situer aussi un des éléments de ce champ-là, c'est que la question de la nature et la question de l'écologie
du rapport aux animaux a été le thème dominant de l'anthropologie des 20 dernières années, disons. Florence, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais enfin, en tout cas, on peut situer ça au moins sur 20 ans, si ce n'est plus. Et donc, du coup, la question qui a prédominé dans le débat public, si vous voulez, autour de l'intervention des anthropologues, ça a été l'appréhension de ça, c'est-à-dire comment, notamment à travers la question de ce qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire les maladies animales et comment elles sont transmises aux humains. Et ça, c'était Frédéric Keck, qui était mon directeur, le directeur du département de la recherche au Quai Branly, dont j'étais l'adjoint, et qui a aussi signé avec Florence l'introduction du... Vous avez coécrit ou il a signé tout seul, je ne me souviens plus. Non, non, il a signé tout seul. Il a fait l'introduction avec Arnaud Morvan du texte sur la magie, qui est un Voilà, des donc grands c'est textes. plutôt cet élément-là, de tout ce pôle-là de l'anthropologie qui a été mis en valeur, enfin qui aussi avait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Par ailleurs, je pense qu'on peut dire assez facilement qu'on ressent les effets d'énergie ou je ne sais pas si de désénergie ou d'inhibition, comme en fonction des termes qu'on choisit selon le vocabulaire, selon les époques, parce que bon, le mot inhibition a pris une autre tournure aujourd'hui, mais on disait inhibition à l'époque de Mauss, et aujourd'hui on sent les effets physiques, je veux dire, je dirais pas dépressif, ça serait excessif, et surtout devant vous, mais par contre, en tout cas des effets d'inhibition ou d'énergie en fonction de ce qui se passe, quoi. Donc cette incertitude-là, à l'évidence, je pense qu'on peut voir des traces de ça dans le travaux de Mauss. Effectivement, je ne connais pas de formalisation précise sur ces sujets non plus. Très bien. Il y avait aussi quelqu'un qui faisait écho à une citation donc d'Adorno. Quand je ne regarde en moi, je ne vois que du vide et de la sociologie, pour savoir si c'était à peu près la même démarche de Mauss, de dire qu'au final, il ne faut jamais oublier la sociologie pour comprendre la constitution de l'être humain. Et que, alors ça me renvoie à des choses, Florence, que tu disais sur les branches de la science. Si tu peux peut-être raconter cette façon comment se sont séparées les sciences, et est-ce que la sociologie n'est pas une science mère justement dans la compréhension de l'humain, ou est-ce que c'est une science plutôt finale dans la branche des sciences? Alors, traditionnellement, les philosophes considèrent que la sociologie est la science finale, puisque c'est la plus complexe. Quand on est durkheimien, comme Mauss et moi-même, on pense en effet qu'il y a une science des sociétés, mais qui est elle-même, qu'on ne peut pas séparer entre histoire, sociologie, anthropologie, donc il y a une science des sociétés qui réfléchit à ce que sont les sociétés et ce que sont les individus en société, mais qui n'est pas comme à l'époque, au début de l'époque durkheimienne, séparée de l'histoire. C'est-à-dire que la sociologie est historique, l'histoire est sociologique. Donc il y a aussi quelque chose de très fort dans le fait de penser que certes, la sociologie, en moi, le vide et la sociologie, mais aussi en moi, le vide et l'histoire, c'est-à-dire que les individus sont des produits de leur histoire sociale et d'une histoire sociale extrêmement longue. Et on n'a pas cité Norbert Elias, qui était un sociologue qui avait été proche de Mannheim, de Max Weber, et qui s'est beaucoup inspiré de Freud, un sociologue allemand, qui, lui, a vraiment aidé à comprendre que la sociologie ne devait pas se restreindre à l'étude des sociétés d'aujourd'hui, les sociétés dont nous sommes les contemporains, mais qu'il y avait une espèce de sociologie depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, et qui réfléchit sur les liens entre les humains, à la fois les liens à un moment donné, les liens d'interdépendance à un moment donné, mais aussi les liens vis-à-vis des sociétés qui nous ont précédés et des humains qui nous ont précédés. Donc il y a vraiment cette dimension de l'histoire, y compris la préhistoire et l'histoire humaine, qui est extrêmement importante. Et peut-être pour revenir sur cette question des liens entre les différentes sciences, dans le texte de Mauss, l'anthropologie est fille de la biologie et la sociologie est fille de l'anthropologie, mais c'est la biologie humaine, et donc c'est bien une question c'est pas une question de séparer
l'être humain de ses caractéristiques physiologiques qui sont également partagées avec d'autres non-humains, mais c'est quand même une façon d'affirmer le caractère spécifiquement humain de l'humanité. Alors, qui descend de la philosophie, non, qui s'est séparé de la philosophie, comme la métaphysique. Comme la métaphysique et la physique s'est séparée de la métaphysique à un moment donné, et la sociologie s'est séparée de la philosophie à un moment donné, mais comme toutes les sciences se sont séparées de la philosophie, qu'ensuite la philosophie revendique le fait d'être l'espace de discussion entre les différentes sciences, pourquoi pas, mais voilà, notre rapport avec la philosophie est quand même plutôt un geste de séparation qu'un geste de respect filial. Merci. On arrive à la fin de cette session. Merci beaucoup à Florence et à Julien. Pour le mot de la fin, je pense que ce qu'on peut aussi retenir de la démarche de Mauss, comme scientifique et puis comme observateur du monde, c'est qu'il a pu, devant des phénomènes humains complexes qu'il ne comprenait pas, ne pas chercher à vouloir dire une vérité définitive, mais plutôt avoir cet enthousiasme d'aller partager avec des gens d'autres disciplines ses observations, ses hypothèses, ses intuitions, pour voir ce que les autres pourraient en dire, en faire et comment ils pourraient se l'approprier. Et c'est vraiment la démarche qu'il a pu faire, par exemple sur cette histoire d'effet de mort, où il constate des décès, il sollicite des médecins, des psychologues, des gens qui font de la physiologie, pour l'aider à comprendre un phénomène sur lequel il n'arrive pas à avoir un propos définitif. Et à mon sens, en tant que psychiatre, chercheuse en psychiatrie, il me semble que ce geste d'aller montrer des phénomènes sociaux qu'on ne parvient pas à cerner définitivement, et qu'on a sollicité d'autres regards, d'autres points de vue pour arriver à en percevoir mieux l'intensité. C'est ça qu'il faudrait peut-être retenir de Marcel Mauss pour la psychiatrie. Je ne sais pas si Florence et Julien veulent ajouter un petit mot de la fin, sinon merci beaucoup. Ben, merci à vous tous. Et j'espère que vous aurez l'occasion de lire tout ça avec... Oui, les 9 tomes, les 9 tomes de Marcel Mauss. Mon dernier. 9 petits volumes quand même. Ce ne sont pas des gros livres. Merci à vous en tout cas. Merci, c'était un plaisir de participer. Oui, vraiment.